Et dans les grands débats du matin, 9h10 sur Sud Radio, on commence comme tous les mercredis matin avec le comparateur des programmes. On va parler du chiffrage des programmes des candidats avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Oui, bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, vous avez chiffré les programmes précisément de 8 des candidats avec la Fondation IFRAP. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il en ressort? Oui, ça a été un énorme travail de l'équipe de la Fondation pour chiffrer 8 candidats à la présidentielle. Et force est de constater que la plupart des candidats aggraveraient malheureusement le déficit de la France. C'est le cas par exemple de Fabien Roussel, qui aggraverait le déficit de plus de 150 milliards d'euros en année 2027. C'est le cas aussi de Jean-Luc Mélenchon, avec 66 milliards de déficit public en plus, ou Yannick Jadot, 28 milliards de déficit en plus, Marine Le Pen, 28 milliards de déficit aussi en plus. Et attention, Patrick, ces milliards de déficit s'ajoutent aux 80 milliards d'euros de déficit public qui sont déjà anticipés pour cette année 2027 par les projections de Bercy. Donc, on attendrait clairement des niveaux de déficit astronomiques. Éric Zemmour aussi aggraverait un petit peu le déficit de la France avec à peu près 4 milliards d'euros de déficit en plus. Et seuls Valérie Pécresse et Emmanuel Macron amélioreraient un peu les comptes publics puisque leurs propositions permettent d'améliorer de 27 milliards pour Emmanuel Macron le bilan de la France et pour Valérie Pécresse de 30 milliards. Oui, c'est ça. Alors, pour avoir des déficits aussi importants chaque année, Agnès Verdier-Molinier, il faut avoir des dépenses énormes, non ? Oui, et là, on peut dire que c'est vraiment un festival dans les propositions. On atteint des records de propositions de dépenses. On l'a bien entendu ces derniers jours. Jean-Luc Mélenchon arrive à 259 milliards de dépenses en plus par an. C'est gigantesque. C'est presque l'équivalent de l'ensemble des dépenses de personnel public actuelles. Monsieur Roussel est même dans des dépenses plus importantes avec 287 milliards de dépenses par an. Yannick Jadot a 87 milliards de dépenses supplémentaires par an, Marine Le Pen à 19 milliards, Emmanuel Macron à 3,5 milliards, et puis il n'y a que Éric Zemmour et Valérie Pécresse qui annoncent vraiment des baisses de dépenses en net, avec une baisse pour Valérie Pécresse de 30 milliards d'euros par an et pour Éric Zemmour de 17 milliards. Oui, et pour les impôts alors ? Alors là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de promesses de hausse d'impôts parce que forcément, en face de toutes ces dépenses, ils imaginent beaucoup de hausse d'impôts, 131 milliards en plus pour nos compatriotes à payer pour Fabien Roussel, 193 milliards pour Jean-Luc Mélenchon d'impôts en plus par an, 59 milliards pour Yannick Jadot, 30 milliards pour Emmanuel Macron, la stabilité pour Valérie Pécresse, et seule Marine Le Pen et Éric Zemmour baisse les impôts avec 9 milliards de baisse d'impôts pour Marine Le Pen et 22 milliards de moins d'impôts pour Éric Zemmour. Oui, alors est-ce qu'on va continuer d'être en France le pays qui taxe le plus et qui dépense le plus tout en étant évidemment endetté ? C'est clairement le risque, car les candidats proposent très peu finalement de baisser la pression fiscale et nous risquons de continuer à être très imposés. La seule solution pour ne plus l'être serait de baisser beaucoup plus les dépenses, autour de 80 milliards d'euros par an. Il faut savoir, Patrick, que nous dépensons 262 milliards de plus par rapport aux autres en dépenses publiques tous les ans par rapport à la moyenne des pays de la zone euro. Donc c'est des sommes gigantesques et on voit clairement que les candidats ne sont pas dans ce niveau-là d'annonce de baisse de la dépense. Et donc, clairement, il faudrait demander à tous les candidats à quel niveau de prélèvement obligatoire ils comptent nous amener à la fin du prochain quinquennat. Est-ce que c'est toujours plus de 44%, presque 45% comme on a en France aujourd'hui, et à quel niveau de dépenses publiques ? Là, on est à 59%. L'INSEE nous l'a dit hier, 59% de notre richesse nationale en dépenses publiques. On est vraiment là encore les champions. Donc la question, c'est est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur la documentation de ce qu'on nous prévoit en termes de gestion à la
fois dépenses et impôts. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer à la Fondation IFRAP. Pour l'instant, on n'a pas assez d'éléments. Non, merci beaucoup. Et puis j'ajoute qu'à ces 8 candidats également, il y a les 4 autres, aussi Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, avec des visions évidemment radicalement opposées. Par exemple, du côté de Nicolas Dupont-Aignan, il veut une réduction des charges sociales, des économies nécessaires, dit-il. Jean Lassalle avec parmi les priorités le monde rural. Quant à Philippe Poutou et Nathalie Arthaud, c'est une politique clairement anticapitaliste et de redistribution. Ça va jusqu'à un point où tout à l'heure, Nathalie Arthaud, qui était notre invitée, disait qu'il fallait une expropriation, même des grands groupes, des propriétaires de grands groupes. Elle pensait à Total ou encore au groupe Muliez. Vous réagissez... C'est pas comme ça qu'on va créer de la richesse en France. Eh ben voilà, mais donc chacun a sa vision, bien sûr. Merci Agnès Verdier-Molinier. On vous retrouvera aussi la semaine prochaine pour votre comparateur avec l'IFRAP. Allez, on est un petit peu en retard. Un petit mot de réaction d'Elisabeth Lévy qui est avec nous, que l'on a retrouvé ce matin avant vos appels au 0826 300 300 et puis Éric Revel en campagne dans un instant. Elisabeth ? Oui, alors moi, je suis assez perplexe quand j'entends parler d'expropriation ou ce genre de choses. C'est-à-dire que je me demande... Oui. Dans le fond, Nathalie Arthaud sait qu'elle ne va pas être élue, donc si vous voulez, elle sait d'ailleurs que ce programme... Elle pousse ses arguments, jusqu'au bout, Oui, oui, bien sûr, elle pose ses arguments, si vous voulez, mais j'ai jamais bien compris ce qu'on appelait les candidatures de témoignage, si vous voulez. Donc, sur les plus petits candidats, ceux qui n'ont pas de chance d'aller jusqu'au bout, vous avez une interrogation là-dessus. C'est ce que vous voulez dire. Oui, d'autant plus que là, si vous voulez, alors par exemple, si vous avez cité Nicolas Dupont-Aignan, il peut s'affilier à d'autres candidats. On voit bien qu'il est dans un courant qui est quand même assez bien représenté en France, qu'on peut appeler le souverainisme. Le trotskisme, d'ailleurs, je m'en félicite, je dois le dire. Le trotskisme a assez peu d'avenir en France. C'est-à-dire que, c'est pas que le... C'est pas... excusez-moi, je veux dire, en tant qu'idéologie, je veux dire, excusez-moi, c'est quand même une idéologie qui a fait des millions de morts, et surtout qui n'a jamais prouvé. J'ai écouté Agnès Verdier-Molinier. Si vous voulez, le problème, c'est pas tellement que le capitalisme soit exaltant, particulièrement, c'est que pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Si vous voulez, on n'a jamais eu la preuve qu'un autre système marchait. Donc, je suis perplexe. Oui, allez, dans un instant, Éric Revel en campagne. On reviendra aussi sur l'insécurité. Et puis l'autre sujet, je sais qu'il vous fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, mais également 0826 300 300. Et tout à l'heure, on vous prendra là dans une dizaine de minutes. Et vous pouvez commencer à appeler. Est-ce que on vit bien ou est-ce qu'on est pauvre à 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois pour un couple avec 2 enfants. Vous l'avez entendu, il y a eu l'interpellation d'Emmanuel Macron à Dijon par un salarié. C'était la question que j'ai posée tout à l'heure à Nathalie Arthaud. Ça réagit en fait énormément partagé, sur les... C'est assez partagé. C'est assez partagé, mais il y en a quand même beaucoup qui disent... c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué avec l'ensemble en fait des prix qui ont augmenté, l'inflation, Paris, etc. C'est compliqué. Non, mais il n'y a pas qu'à Paris. Il n'y a pas qu'à Paris dans toutes les grandes villes. Non, mais oui, mais on caricature souvent. Vous verrez, Elisabeth, il y a des réactions particulièrement intéressantes. Continuez à poster vos commentaires. Et dans quelques instants, effectivement, Éric Revel en campagne. Il est 8h58. Sud Radio présidentielle 2022. Rebonjour Éric. Eh bien, rebonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, dans Revel en campagne ce matin, vous nous parlez d'épisodes d'incivilité, de violences urbaines, depuis plusieurs jours, là, on en parle beaucoup. Il y a eu Sevran et d'autres. Et pourtant, l'insécurité a disparu des thèmes de cette campagne présidentielle. Oui, je trouve. Alors, il y a eu effectivement ces actes, vous vous en souvenez, ces images terribles dans la banlieue de Sevran, où des faits de guérilla urbaine ont eu lieu après la mort d'un homme. À Melun aussi, où un arbitre a été violenté par des pseudo-supporters, filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Et puis l'agression, tenez, hier très violente, filmée également sur les réseaux sociaux à Nice, où pour une montre, un homme s'est fait rouer de coups à terre. La violence, les incivilités continuent, leur continuelle funeste progression.
quasiment quotidiennement, on le voit, hein, grâce ou à cause des réseaux sociaux. Et pourtant, oui, ce thème de l'insécurité pour beaucoup de Français est passé sous les radars de la présidentielle. Tout se passe comme si ce sujet n'existait plus dans cette fausse campagne, dans ce faux tempo électoral à 11 jours du premier tour. L'insécurité, c'est pourtant ce qui touche pas mal de Français. Éric Dupond-Moretti, vous en souvenez, le garde des Sceaux qui avait renvoyé les Français dans leur but en lançant son célèbre sentiment d'insécurité. Dupond-Moretti est bien muet en ce moment. Le ténor du barreau est aux abonnés absents. Il faut dire aussi que le bilan sécuritaire de Gérald Darmanin, on le voit dans les statistiques, n'est pas exceptionnel. Alors on comprend l'embarras du gouvernement. Ce devrait être un sujet quand même de cette présidentielle. Il est enfoui. Les valeurs de la République ont laissé place à un ensauvagement. Vous savez, c'était les sauvageons de Jean-Pierre Chevènement à l'époque de notre société, que rien ne semble d'ailleurs pouvoir arrêter. Alors c'est une question qu'on peut se poser, au-delà de l'affaire par exemple McKinsey pour Macron ou pour d'autres. Les Français s'en souviendront-ils au moment de voter? La réponse à cette question, peut réserver des surprises, parce que c'est pas parce que les ténors politiques ne parlent pas d'un thème que les Français ne l'ont pas en tête. Oui, et comment expliquer alors que ce thème de l'insécurité est disparu à ce point des écrans radars? Est-ce que les Français ont d'autres préoccupations, c'est ça? En ce moment, même si on espère tous que la négociation aboutira, la guerre en Ukraine évidemment est dans tous les esprits, et son corollaire, vous en parlez encore ce matin, son corollaire de flambée des prix de l'énergie, de hausse du prix des matières premières. Tout ça, évidemment, ça a propulsé la question du pouvoir d'achat en première ligne. Mais essayer de vivre ou de survivre avec des salaires est forcément l'urgence absolue pour nombre de nos concitoyens en ce moment, avec des salaires bas. Donc oui, le pouvoir d'achat, ça a blasté le restant des autres sujets. Mais avec beaucoup de bon sens, je pose une question. À quoi sert-il d'avoir plus de pouvoir d'achat si la vie au quotidien pour un certain nombre de Français devient un enfer à cause d'incivilité, à cause d'agressions, dans des quartiers qu'on appelle perdus de la République, mais aussi dans les rues, et parfois dans les rues de nos villes, mais aussi parfois dans les rues de nos villages. Donc la question du pouvoir d'achat, elle est centrale, mais le contexte dans lequel on vit le devient également. Oui, alors pourquoi cette insécurité? Ce sont l'absence de respect, d'autorité, de valeurs républicaines? Les valeurs de la République, où sont-elles? Moi, j'ai le sentiment qu'elles ont laissé place à la valorisation sur les réseaux sociaux des actes les plus odieux. La valorisation d'incivilité devient la règle sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte? Ça devient presque une valeur en soi, montrer qu'on est capable de faire tout, n'importe quoi, d'agresser sur les réseaux sociaux. Et puis vous avez raison, l'autorité est partout contestée. À l'école, je le disais sur un terrain de foot, à Melun, il y a quelques jours, dans la rue où les forces de l'ordre sont parfois harcelées, dans un tribunal aussi où les voyous fanfaronnent. Sans rétablissement de l'autorité, l'insécurité ne s'arrêtera pas, et sans justice aussi avec des moyens et des sanctions exemplaires, l'insécurité ne s'arrêtera pas. Ce sujet global de la sécurité, de l'insécurité, est devenu, on le sent, presque un tabou dans cette présidentielle pour beaucoup de candidats. Pour ce gouvernement qui patine et patauge sur les questions de sécurité, mais comme d'autres avant lui, l'unité du pays résistera-t-elle longtemps d'ailleurs à cette montée des violences physiques, verbales, mais aussi sociales? Il y a des violences sociales dans ce pays. Quand on parle de la question du pouvoir d'achat, vous l'avez compris, l'après-élection s'annonce bien difficile. Merci Éric Revel. Justement, à 9h12, si vous voulez réagir à ce sujet, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300, insécurité, sujet tabou de la campagne ou pas. Je crois qu'il y a Elisabeth Lévy aussi qui veut intervenir. Elisabeth, oui. Oui, parce que, si vous voulez, d'abord, merci Eric, d'avoir parlé de ce sujet, mais si vous voulez, il y a toujours un tabou quand on parle de ce sujet, excusez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais on ne peut pas complètement nier qu'il y ait un rapport avec les conséquences d'une politique migratoire totalement délirante. C'est-à-dire que on voit bien, je suis navré de le dire, évidemment, si vous voulez, ça n'est pas dans les gènes, ne me faites pas dire ce que je ne veux surtout pas dire, mais cela a à voir avec la faillite de l'intégration d'une partie des descendants d'immigrés. Interrogez n'importe quel policier, si vous voulez, il vous dira que généralement, on retrouve toujours des jeunes de la diversité
c'est 80%, 90% des mises en cause qui défilent dans les commissariats. Alors, encore une fois, c'est aussi du côté des victimes. Ce sont souvent aussi des Français issus de la diversité. Non, mais bien sûr. Mais tant qu'on ne veut pas voir, si vous voulez, à chaque fois qu'on parle de ce problème, le mot immigration n'est pas prononcé. L'autre jour, on était à la même émission, Eric et moi. J'ai hasardé très prudemment d'ailleurs, parce que je comprends que c'est un sujet délicat et qu'il faut évidemment, si vous voulez, rappeler que c'est une minorité, etc., etc. Je me suis attiré tout de suite les foudres d'un de nos camarades de plateau qui disait mais comment osez-vous dire une chose pareille? Mais comment oser ne pas le dire? Les gens le voient. Si vous voulez, c'est extraordinaire. Les gens le voient bien. Ils prennent des airs entendus, si vous voulez. Donc, à un moment, on ne réglera jamais un problème qu'on met sous le tapis. Il y a effectivement, si vous voulez, il faut comprendre pourquoi une minorité des descendants d'immigrés se sent moins français que leurs parents, que leurs grands-parents. Quand on se sent pas appartenir à une société, quand on se sent pas affilié à ses semblables, eh bien évidemment, c'est plus facile de leur taper dessus, de les déshumaniser. Voilà. Et j'ajoute juste dernier mot, il y a aussi chez une partie de la jeunesse, si vous voulez, de cette jeunesse, une résistance absolument nulle à la frustration. C'est-à-dire, je n'obtiens pas ce que je veux dans la seconde et je n'ai pas le langage pour protester ou je ne l'utilise pas, je n'utilise que les coups. Ce que vous disiez, merci Elisabeth, restez avec nous et vous pouvez réagir bien sûr 0827. Des auditeurs qui nous attendent sur ce sujet, mais aussi parce que ce que vous disiez, Éric Revel, c'est-à-dire qu'il manque un certain nombre de repères peut-être aujourd'hui dans notre société et on n'a pas les relais pour les faire passer sur le terrain, c'est-à-dire le respect, l'autorité, et donc pour un non, enfin, je caricature un peu, mais ça s'enflamme, quoi. Ça s'enflamme et en fait, quand vous regardez dans le détail, il y a les agressions les plus visibles, les plus odieuses qu'on voit sur la voie publique, mais il y a aussi, pardonnez-moi, toutes ces incivilités au quotidien entre automobilistes, dans les transports en commun. Tout ça crée un climat de tension absolue. Quand vous parlez de valeurs, Patrick Roger, pardonnez-moi, mais il y en a plus en fait. Il y a plus de valeurs vraiment respectées dans ce pays. Je parlais de cet arbitre qui s'est fait agresser, mais je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. C'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Un arbitre, vous savez, il y a plein de mots dans la langue française qui emploient le mot arbitre. Un arbitre, c'est celui qui tranche, même s'il se trompe. L'arbitre des élégances, voilà plein de formules. Même jusque sur un terrain où il n'y a pas d'enjeu, il s'agissait d'une petite équipe contre une petite équipe, entre guillemets. En fait, plus personne ne respecte plus rien. Et le nec plus ultra, vous le voyez bien, pour une partie de jeunes, alors on les appelle des racailles, on les appelle des sauvageons, comme vous voulez, c'est de se valoriser au travers des actes les plus odieux, en se rendant même pas compte que ce qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux, non seulement c'est illégal, mais c'est une atteinte terrible à l'intégrité des victimes. Eh bien non, on se valorise en mettant ça sur les réseaux. Ça veut dire que toutes les valeurs en réalité sont chamboulées. Je veux dire, il y a quelques années, ça va paraître un peu ringard, mais un voleur, quelqu'un qui agressait, voulait surtout pas qu'on le découvre, qu'on le montre. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire. On se valorise en montrant l'acte odieux qu'on a produit. Donc vous voyez bien que les valeurs sont totalement chamboulées. Oui, sont totalement chamboulées. Alors à ce propos, d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, mais je ne sais pas si vous avez vu cette photo parce qu'elle est quand même assez terrible. C'est une photo dans Paris Match et je crois dans d'autres magazines. Ça se passe en Ukraine et les pilleurs, les voleurs, vous avez vu, on les a attachés à des poteaux. On leur a baissé en fait le pantalon et on les laisse effectivement là devant le public pour les montrer en fait, pour dire voilà, ce sont les pilleurs, les voleurs. C'est en Ukraine que ça se passe. Allez, dans un instant, vous voulez réagir sur ces sujets. Il y en a plusieurs dans l'actualité, notamment d'abord sur l'insécurité. Tout d'abord, est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'en parle pas suffisamment, qu'on met la poussière sous le tapis, comme le disait Elisabeth Lévy, et qu'on devrait en parler dans cette campagne? Bien souvent, on reproche de mettre toujours la sécurité dans les campagnes. Là, c'est l'inverse. Et puis, il y a l'autre question aussi du pouvoir d'achat avec la question qu'on pose sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce que vous considérez qu'à 4 000 € par mois pour un couple avec 2 enfants, on est un salarié pauvre, comme l'a dit ce père de famille à Emmanuel Macron, c'était lundi à Dijon. Qu'en pensez-vous? Vous continuez bien sûr à voter, à laisser vos commentaires et puis n'hésitez pas à réagir aussi sur l'affaire McKinsey. Sud Radio, il est 9h. 4 000 € à deux avec 2 enfants, riches, pas riches, pauvres, pas pauvres. Comment peut-on faire pour s'en sortir? Vous appelez.
Il est 9h18. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Sud Radio avant de retrouver nos grands débats du matin à partir de 9h30. Dans 10 minutes, dans La Vérité en face, on se pose cette question, on vous pose cette question. La France a-t-elle le meilleur système de protection sociale au monde? On posera la question notamment à Bruno Chrétien, c'est le président de l'IPS, l'Institut de la protection sociale. Oui, avec une étude particulièrement intéressante. Donc vous pourrez réagir bien sûr parce qu'il sera question un peu de tout, des retraites, des aides, des soignants et de l'ensemble aussi des prestations et de la Sécu et puis des assurances. En attendant, autre question, pouvoir d'achat, 4 000 € par mois pour un couple avec 2 enfants. Est-ce qu'on est un salarié pauvre ou pas, selon vous? C'est très partagé quand même sur le compte Twitter. Nos auditeurs considèrent que c'est compliqué, c'est dur, c'est la réalité à 51%. Et d'autres, c'est un revenu correct, avec pas mal de commentaires. Et je crois que ça fait beaucoup réagir aussi au 0826 300 300. On a des auditeurs, je crois qu'on a Dominique qui nous appelle des Pyrénées-Atlantiques. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à tous. Bon, Dominique, alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous réagissez sur cette question, sur cette interpellation donc d'un père de famille à Emmanuel Macron en disant 4 000 € par mois pour un couple avec 2 enfants. Déjà, dès le 5-10 du mois, je n'y arrive plus. Je suis obligé de vraiment compter si je veux offrir des choses, par exemple, à ma fille, ce qu'il disait. Alors bon, tout d'abord, ça tombe très bien. Bonjour à tous. Ça tombe très bien parce que nous sommes dans ce cas-là. J'habite en campagne, attention, j'habitais pas à Paris. On n'habitait pas à Paris. Donc avec ma femme, disons qu'on a 3 ans, pour le faire rapidement, on a 3 enfants. Et on gagne, allez, j'ai fait le calcul, à 2, 4 200 €. D'accord. D'accord. Bon, on a quelques véhicules, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. On a une maison avec des crédits, bien sûr, dessus. Mais oui, c'est ça. Pas finis. Mais oui, mais bon, c'est des maisons, c'est pas un château, mais les frais, le carburant, voilà, tous les frais qui augmentent, les carburants, on n'en parle pas maintenant avec la guerre en Ukraine. Mais on n'est pas à plaindre, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut faire attention. Et comme vous disiez tout à l'heure, on a 3 enfants, donc on les gâte un petit peu, c'est normal, on est là pour ça, on est parents, donc... mais c'est compliqué. Mais il faut faire attention, vous avez l'impression depuis quand? C'est récent ou pas? Non, moi je dirais, ça fait... Allez, j'ai 2 métiers différents, déjà pour avoir un peu plus d'argent, en parallèle. Je dirais que ça a commencé il y a... Allez, 7 ou 8 ans par là. Allez, je dirais une dizaine d'années. Une dizaine d'années, oui, c'est ça. Une dizaine d'années, mais là, c'est vraiment, on est au bout, quoi. Je pense que là, excusez-moi, je finis après si vous voulez. On est au bout, et puis ce qui se passe maintenant en Russie et en Ukraine, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui pèse le plus, Dominique, dans votre justement dans votre foyer? C'est quoi? C'est les remboursements pour la maison? C'est l'ensemble des charges? Oui. Non, mais c'est intéressant. Il n'y a pas de problème, oui, c'est intéressant, je ne sais pas, j'espère, mais pour que tout le monde se situe, j'ai 2 métiers, donc je suis céréalier, agriculteur, et après je suis conducteur d'engin, c'est-à-dire deux boulots. Oui. Je dors pas, comme tout le monde et comme vous. Ma femme a un salaire quand même correct, elle travaille comme tout le monde, je cumule 2 travails, si vous voulez, pour avoir une vie à peu près correcte. Mes parents sont à la retraite, mais ils prennent un petit peu, bien sûr, vous savez comment c'est dans l'agriculture, ils prennent un petit peu, l'électricité, l'eau, mais voilà, c'est tout. Mon père, si vous voulez, actuellement, c'est mon salarié gratuit. Non, mais il faut il faut que les gens l'entendent. C'est mon salarié gratuit et il travaille sur l'exploitation 80%. Ouais. Non, et alors c'est vrai, dans le secteur de l'agriculture, c'est particulièrement difficile, quoi. Mais il n'y a pas que dans l'agriculture, mais c'est compliqué, donc Elisabeth ça, Lévy, je crois qu'elle a une question à vous poser, Dominique. Oui. Elisabeth. Ah, Elisabeth, bon, alors. Je vous rappelle. Oui, Elisabeth. Bonjour. Oui. Vous aviez une question, je rappelais juste qu'il y avait une très bonne chronique d'Éric hier sur ce sujet des agriculteurs, si on veut la réécouter. Mais bonjour Olivier. Je voulais savoir si vos enfants... Dominique, pardon. Bonjour Dominique, pardonnez-moi. Je voulais savoir si vos enfants étaient en âge, par exemple, universitaire, et si le problème allait, pour vous, être encore plus compliqué le jour où ils voudront faire des études supérieures. Comment ça va se passer pour ça? Est-ce que vous pourrez les aider? Est-ce qu'ils devront se débrouiller? Comment vous voyez l'avenir? Alors d'abord, bonjour Elisabeth, je tiens à vous féliciter pour l'intervention que vous avez fait déjà tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord avec vous.
Non, mais c'est la réalité, je pense, comme vous. Donc, non, on a des enfants, mais je vais y venir. 12 ans, 11 ans et 4 ans. Et donc, maintenant, c'est pas trop, voilà, c'est collège, voilà. Mais ça, on se pose beaucoup de questions. Et en plus, c'est les enfants, surtout les deux aînés, qui sont, actifs, comme beaucoup d'enfants maintenant, qui sont très intéressés, actifs, pas surdoués, mais je veux dire, on n'a pas envie de leur laisser, mais c'est peut-être un peu cruel pour moi, mais on a envie de leur donner mieux que nous. On est là, on est parents. Voilà. Moi, je suis agriculteur, je m'en plains pas, j'aime ce métier. Mais si j'avais pu, aujourd'hui, si je pouvais bifurquer sur autre chose, et je vais vous dire, après j'aurais fini, je sais pas. Moi et ma femme, ça fait quelques années, moi, que j'en parle, et là, maintenant, c'est plus que parce que j'ai des copains, moi, qui ont fait, c'est quitter la France et partir, par exemple, un exemple, moi, c'est mon cas, au Canada, par exemple. Ah, au Canada. Alors, c'était l'Eldorado il y a quelques années. Après, il y en a qui en sont revenus. Et c'est pas toujours simple de pouvoir s'y installer et y travailler au Canada. Mais vous avez raison. Merci Dominique. Merci Dominique pour votre témoignage. Parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui veulent réagir et je lis aussi quelques réactions. Alors certains qui vont dans votre sens, d'autres pas. Il y a Héloïse, il dit qu'il essaie avec 800 € et on en reparle. Elle parlait en fait du père qui a interpellé Emmanuel Macron. Il y a aussi Giraphone qui dit un peu comme vous, avec 4 000 € pour un couple, aucune aide pour les études des étudiants, il n'y a pas de quoi crier sur les toits que c'est formidable, c'est quand même assez difficile. Et un autre qui dit, Coco, dit, je pense qu'il a raison, parce que 4 000 €, ce n'est rien pour un couple et 2 enfants, sachant que dans ces conditions, il n'y a aucune aide sociale. Finalement, tout est à charge pour les classes moyennes. Et il y a Myriam qui dit, ce qui prouve que le pouvoir d'achat a baissé aussi durant le mandat de Macron, contrairement aux statistiques officielles qui sont annoncées. 0826 300 300, un autre appel. C'est Mohamed qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et merci de m'avoir pris à l'antenne. Mais voilà, 4 000 €, c'est vrai que ça paraît un peu juste pour certaines. Je le comprends, surtout si on a misé de s'acheter une maison, que les prix sont devenus très chers, puis un petit peu on voit l'inflation avec le gasoil et l'essence. C'est vrai que ça peut être terrible, mais en même temps, je pense à tous ces gens qui sont 900 € par mois, ou alors parce qu'ils sont à la retraite, ils ont une maison qu'ils n'arrivent pas à entretenir, ou ils n'arrivent même pas à se chauffer des fois, ou alors c'est 6 smicards à 1 200 €, qu'ils ont 2 ou 3 enfants, qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. C'est vrai que c'est encore plus compliqué pour eux. Je crois que peut-être les dépenses de l'État sont très importantes. Je pense qu'il faut revoir un petit peu tout ça à la baisse et peut-être orienter un petit peu les budgets vraiment sur ce qui est l'éducation, la sécurité et peut-être la justice, la santé. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas trop de dépenses de l'État? De l'État. Ça, c'est une vraie interrogation. On en reparlera d'ailleurs avec Éric Revel aussi dans les prochains jours, parce qu'on verra surtout Oui, allez-y Mohamed, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Oui, si vous permettez, j'ai entendu l'agriculteur qui disait que son blé, la tonne du blé n'avait pas augmenté pour lui depuis, je crois... depuis 1978, précisément. Alors, imaginez-vous le prix qu'on paye de la farine, le prix qu'on paye, il va où cet argent? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Je veux juste répondre à Elisabeth Lévy. Dans ce qui se passe dans les quartiers, un petit peu les incivilités, tout ça, je pense qu'il faut remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Il y a des gens qui ont envie, c'est une minorité. Peut-être remettons la police en place, remettons la sécurité, un peu plus de sévérité envers les voyous, mais je pense que je pense que les incivilités sont... Il ne faut pas exagérer, c'est une minorité. Et c'est peut-être ces gens-là qui... Oui, mais c'est la minorité... Oui, absolument. Et c'est la minorité qui embête, et je reste poli, tout le monde, quoi. 0826 300 c'est tout à fait une minorité. Oui, c'est tout à fait une minorité. Allez. Et les premiers pénalisés, ce sont évidemment ceux qui habitent dans ces mêmes quartiers, qui travaillent, qui élèvent leurs gosses, qui n'embêtent personne, pardon Patrick. C'est les gens comme vous, Mohamed, qui sont les premières... qui subissent les premiers le contre-coup. C'est tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais incivilité, je trouve, n'est plus le mot qui convient. Bon, merci. Allez, il y avait beaucoup d'appels, mais évidemment, il est l'heure de passer, de passer à la vérité.